the conversation because the credits can run at the background. It's all a matter of perspective. It's all a matter of perspective. It's a matter of perspective. So Leviathan is a 2012 film that was realized by Verena Paravel and Lucien Castaigne-Taylor. The film received many awards, amongst them at Locarno Film Festival, at the Documentary Film Festival of Copenhagen, but also the Film Critics Award of Los Angeles Film Festival. And Verena is an artist and filmmaker and also affiliated with the Sensory Ethnography Lab at Harvard. We commissioned a new work of hers, which is now presented here, called Delta, as part of her ongoing project called Cosmophonia. Actually, Delta is the second part of Cosmophonia. But I think I wanted to begin with some of the elements that we saw in the, at Leviathan. And maybe we can begin with the title and explain us what Leviathan is, because I think it's also important to know what the historical, maybe, or terminological, etymological meaning of Leviathan can be in the context of the film. Je peux parler en français? Tu peux parler en français. Merci Je bien. peux te demander en anglais? Comment? Tu peux parler en anglais? Ou en grec. Alors déjà, avant de répondre à la question de Vassili, je dois dire que la copie du film n'était pas extraordinaire. Donc j'étais très inconfortable, mais ça c'est normal. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est de ma faute. Alors. Leviathan. Oui. Alors en fait, d'abord c'est un titre de travail. Léviathan, c'était un titre de travail, et c'est bien qu'on commence par ça, comme ça on répond et on évacue cette question. Qui a justement un lien avec tout ce qui se dit aujourd'hui. Je pense que c'était... on avait ce Léviathan en tête, mais sans la façon dont on travaille, en fait, elle n'est pas... elle est jamais préconçue. C'est-à-dire que ce Léviathan-là, c'était... on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas... C'était pas... c'est vrai qu'on a mis... Elle prête. C'est vraiment un piège, ce titre, parce que à la fois, il y a cet élément de la Bible au début... et puis c'est vrai que Léviathan, c'est aussi le gardien, en fait, quand on le réveille, c'est le chaos. C'est Hobbes aussi. Mais en fait, je pense que, bien évidemment, on ne répond pas à cette question et on n'adore pas expliquer le titre. Parce que je pense que c'est un film qui justement essaye de résister à une fixation symbolique ou ce qui est allégorique, même si certaines images peuvent prêter à ça, parce qu'il y a ce côté effectivement quasi biblique quand les cieux et la mer se confondent, quand on a l'impression que c'est le jugement dernier et qu'on ne sait pas si on est en enfer ou au paradis avec ces mouettes à l'envers. Alors c'est vrai que... Mais on laisse une lecture très ouverte, de la même manière que est-ce que le Léviathan, c'est nous, ou est-ce que... Alors voilà, ça peut prêter à toutes les métaphores capitalistes, tout ce que vous voulez, mais je crois que ce qui nous intéresse plus que le symbolique, c'est vraiment tout ce qui est analogique, en fait. On est des empiristes radicaux. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais j'aime bien que ça reste ouvert, qu'il n'y ait pas une réponse, parce qu'en fait, elle n'a pas été pensée comme ça. Et d'ailleurs, en fait, on ne comprenait pas ce qu'on cherchait quand on faisait ce film, à part quelques petits trucs. How did the film influence your practice in general, following the realization of Leviathan?
C'est une bonne question. C'est-à-dire que je pense que Léviathan, c'était pour moi, je pense en tout cas, le début, enfin, c'était, disons, un pas de plus, on va dire, dans une recherche de distribuer ou de redistribuer en fait comment le dire? En fait, on avait tous les deux fait des films auparavant. Lucien avait travaillé sur un film sur la transhumance et moi sur une casse automobile. Et en fait, on était vraiment tous les deux dans des réflexions similaires, et notamment sur la collaboration, qu'est-ce que c'est que vraiment de collaborer avec les sujets qu'on filme. Donc on était vraiment dans ces questions-là, mais en fait, je pense que ce qui nous intéressait vraiment, c'était d'essayer de faire un film dans lequel, en fait, il n'y a plus de centre. Et je pense que ce film-là, au fond, ce qui est peut-être intéressant par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est que le cinéma lui-même, c'est une machine mythologique. En fait, c'est lui qui crée des récits, qui ordonne le monde, qui l'agence d'une certaine manière et qui dit qui agit, et ce film-là, en fait, il essaye, bien sûr, il fait partie de la machine puisqu'il fait partie du cinéma, mais en fait, je pense plus qu'il essaye de résister et justement de décentrer l'humanité, de la replacer donc dans une matrice beaucoup plus large et d'avoir une possibilité, d'avoir une multitude de points de vue qui fait que, en fait, on accède à une expérience, et c'est de cette expérience-là que peut-être peuvent ou ne peuvent pas naître peut-être des récits ou d'autres récits. Mais en tout cas, on n'est pas centré, en tout cas, on n'essaye pas de retrouver une figure qui serait la figure mythologique, on n'essaye pas de remplacer une figure par une autre ou aller vraiment en chercher une, mais c'est plutôt... mais d'ailleurs, c'est dans le chaos, c'est vachement intéressant parce que les mythes, en fait, sont là pour donner de l'ordre au monde. Et en fait, ils naissent du chaos. Et là, en fait, on réintroduit du chaos, de l'opacité. Ouais. Do you see your film, Leviathan, and your work in general as documents, as experiences, or as ecological encounters? Like a document? A document of a specific industry, in this case, a document of a specific moment in time, but also a bigger encounter of the ecological proportions of our relationship to nature, and also where does in this encounter the human end and the nature or the environment begin? I think it's all of that. A document, because I guess every single film is a document in many ways, but also, an encounter with other being, and this is for me the thing that was the most important, was like to try to give the possibility to have another kind of experience. It's not completely to defamiliarize what we know, but it's more to try to see something that we've seen already, that we recognize, but to see it in such a way that we can rethink, or we have another encounter. And there's often elements which are totally invisible to us. Your camera is positioned in places, or it films parts of the life of a boat in this case, and the life of a fishing boat and an industry, which we rarely see.
is it something that, I mean, obviously it's done on purpose, but how do you direct that? How do you allow this to happen the moment we are also part of the life of the boat? I don't think we direct anything. This is not a word that I'm using. Je parle en anglais. I think so. J'étais en train de parler en anglais depuis le début. It's a miracle. Ah. Avant, tu parlais anglais. Ah. Je sais pas comment vous avez encore un cerveau après toute cette journée, mais moi je suis épuisée. Je suis désolée. Non, mais du coup, hein, quand même, c'est une journée. Non, il n'y a pas de direction, il y a rien. En fait, c'est peut-être la chose. Là, il n'y a plus de direction. Il y a une adaptation au monde qui nous entoure. Et c'est. Il y a des idées. On va dire que c'est un mélange d'idées, bien évidemment, quand on utilise des caméras. Qui sont des caméras qui sont normalement utilisées, c'est les premières générations de GoPro il y a 15 ans, et c'est des outils qui étaient là au service de la glorification des hommes, en fait. Les skieurs, les surfeurs qui l'utilisent pour, on va dire, représenter leur propre gloire, pour se mettre un peu comme ça sur leurs compétences et leur expertise. Et en fait, on détourne ces technologies-là et on se les réapproprie pour justement diminuer l'humain, en fait, le mettre pour l'aplatir, en fait, et le mettre au même niveau qu'une étoile de mer ou quelque chose. Donc ça, mais donc il y a une idée, bien évidemment, derrière de s'emparer des outils comme ça et de les détourner. Mais au-delà de l'idée de jouer avec ça et de s'emparer de ces technologies, c'est aussi d'avoir d'utiliser son propre corps comme outil de travail. C'est-à-dire que là, ces caméras, en fait, on les porte avec nous, on est dans les poissons avec, elles sont attachées au corps, elles sont attachées au corps des pêcheurs, au nôtre. Et il n'y a plus d'intentionnalité esthétique, comme quand on veut cadrer, comme on veut imposer un regard qui est encore une fois un regard anthropocentrique, parce que c'est ça le gros défaut du cinéma, puisqu'on parle de créer des récits, c'est quand même le cinéma toujours presque systématiquement des récits à hauteur d'homme, à hauteur de regard humain. Et là, en fait, on résiste à ça en redistribuant en fait la caméra et en la donnant autrement. Et du coup, on représente plus. En fait, on est dans la chair du monde. Et je pense que pour revenir à ta question d'avant, comment moi j'ai évolué par rapport à ce film-là, c'est qu'en fait, plus ça va, plus j'ai envie de me détacher. Et je dis pas que j'y arrive. En fait, c'est une espèce de recherche continue. Bien évidemment, quand je fais un film, il restera anthropocentrique, il restera... Et je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye, comme dans ce dernier film que j'ai fait grâce à vous, Delta, où je dis souvent... donc je filme avec une caméra de chasse et je dis j'ai plus envie de cadrer. Ça ne veut pas dire que je cadre pas, bien sûr je cadre, bien sûr qu'il y a mon esthétique derrière, mais je pense qu'il y a dans cette évolution et dans cette recherche, tu vois là par exemple, on est encore très oculocentrique, dans le sens où le regard est encore très dominant, même s'il y a un travail sur le son qui est fait. Et là, je pense, dans le travail auquel j'arrive ici, c'est... Tu vois, Bruno Latour disait ça, il disait on est en fait face, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être... on est face à Gaïa, on est face à quelque chose. En fait, quand tu te focalises sur l'audition, en fait, avec l'oreille, tu es dans le monde.
Tu peux plus être face au monde. Tu es complètement dans le monde. Et j'essaye de chercher ça. Et sans cacher, tu vois, où il n'y a pas non plus un naturalisme naïf ou un fétichisme technologique, mais on a besoin d'instruments pour voir ou écouter. On a besoin d'une caméra pour regarder, on a besoin d'instruments pour entendre le monde. Et c'est vrai que là, le travail que j'essaye de faire en ce moment, c'est la suite logique de ça, au fond. Tu vois, c'est essayer d'écouter le monde comme nous, biologiquement, on ne peut pas l'entendre. Et comme là, c'était d'essayer de le voir comme nous, on ne peut pas le voir. Et voilà, c'est aller creuser dans l'invisible, aller creuser dans l'inaudible, aller nous offrir des perceptions ou nous offrir les conditions perceptuelles, je ne sais pas si ça se dit, perceptibles, ça se dit ça? Ça se dit ça. En fait, c'est comme si j'allais chercher à nous offrir un monde perceptible. Perceptive. En grec. En grec. Et qui, du coup, qui ouvre un peu notre être au monde. Et du coup, si on a accès à ça, ben, j'imagine que peut-être on peut habiter le monde différemment. En tout cas, on peut l'envisager différemment. On peut peut-être créer des récits un peu différents. Voilà, tout ça, c'est chercher, en fait. Comment faire? Tout à l'heure, Nastasia, désemparée devant la question qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, chacun à notre manière, je crois qu'on cherche, en fait. On cherche. In terms of cosmophonia, because you went into this, what was the most surprising and fascinating for you part of work, completing this work, particularly in the part that you did in the Camargue, which is very near here? Ouais, mais en fait, ma réponse, je ne sais pas si elle va vous décevoir ou pas, c'est pas d'apprendre tant sur toutes les espèces, tu vois, bien évidemment, moi, je croyais qu'il y avait genre un moustique, quoi. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait 15 espèces de moustiques qui arrivaient en Camargue, enfin, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment bouleversée, et je l'avais dit d'ailleurs à Maya, parce que elle a ce truc-là aussi, c'est quand je parlais à des gens de la Tour du Vala, c'est dans des discussions, tu parles à des gens et en fait, ils sont pas au monde comme nous. Et on est en train de discuter et tout d'un coup, ils s'arrêtent et ils ont entendu très loin un chant que moi, j'ai pris pour un avion ou un tracteur. Et en fait, ils te disent l'espèce que c'est. Et notre conversation est entrecoupée de tout ce monde qui, moi, m'est pas accessible, mais en fait, ça me bouleverse de tristesse, en fait, de pas avoir accès à ce monde-là, et je trouve qu'en fait, on est tellement aveugle et tellement sourd, quoi. En fait, on détruit un monde qu'on connaît pas, mais qu'on habite comme qu'on habite à peine. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très triste. Do you think that in this work also, because of what you said right now, there's also political layers, biological layers, educational layers, but also portraiture layers of territory, but also a living ecosystem that we need to pay more attention to? Alors moi, je pense que c'est archi-politique. Déjà, de faire un déplacement, déjà de décentrer, de faire que l'humanité soit juste une espèce parmi des millions d'espèces et d'arriver à pouvoir possiblement ressentir ça.
pour moi, c'est déjà un acte politique. Et je pense que c'est pas parce que c'est pas surligné au stabilo que c'en est pas un, au contraire. Et en termes de territoire ou en termes de... Oui, la voix, enfin, c'est ce que... C'est souvent, en fait, on se bat pour faire entendre la voix pour les gens qui sont silencés, qu'on étouffe, qu'on n'entend jamais, qu'on invisibilise. Mais de la même manière qu'on invisibilise les insectes, les vers de terre sur lesquels on marche à longueur de journée, sur les sur les araignées qui sont à côté de nous, qui marchent, et en fait, on habite leur monde. Donc, bien sûr que, et je pense que si on veut partager ce monde, il faut commencer par voilà, tendre l'oreille, je crois. Et c'est vrai qu'il me semble, et c'était ça la démarche de départ, c'était de dire mais comment on fait, puisque la grammaire dominante de tous ces films magnifiques qui existent sur la nature, en fait. Il y a plein de gens qui font l'effort de montrer la nature, et au fond, en fait, avec des technologies qui sont de plus en plus sophistiquées, qui sont magnifiques. La NASA développe des lentilles, des caméras ultra sophistiquées qui nous permettent de voir cette nature sublimissime. Mais plus elle devient spectaculaire, plus elle devient un décor, plus elle devient incroyable, et on paye des mecs pour passer 6 mois en Antarctique pour attendre que l'ours saute sur le phoque, et on est émerveillé par ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut qu'on redevienne beaucoup plus humble visuellement, et qu'en fait, on se mette à écouter. Et je crois que écouter, c'est un acte politique urgent, mais je veux dire, enfin, il suffit de regarder le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Franchement, c'est valable pour tout. C'est-à-dire, c'est pas que écouter les insectes qui chantent pour se reproduire ou pour signaler un danger. Et donc, j'avais vraiment envie de réfléchir à comment faire un film sur la nature qui soit autre que à chaque fois qu'on nous la montre, on nous met une musique et il y a toujours un mec qui explique ce qu'on est en train de regarder plutôt que de le regarder. Mais voilà, de faire de la place. Pour ça, j'étais en train de penser à autre chose et j'ai oublié ce que je voulais dire. How important is it not only to observe, but to surrender, particularly when you are in nature, for you, when you spend the time, evenings and days, filming and recording sounds? To surrender? To surrender. Ouais, je ne sais pas comment répondre à ça, mais je crois que surrender, c'est beau en fait, c'est beau comme un mot. C'est se rendre. C'est ça? Comment on dirait en français? C'est se rendre. Ouais, c'est ça. C'est en fait une question de disponibilité. Et je pense que c'est super beau comme terme parce que ouais, se rendre disponible. Je pense que c'est le truc le plus important, et je pense que quand on est sur le bateau, pour l'exemple de Léviathan, je pense qu'on n'a pas le choix en fait, parce que la nature n'est pas tendre là. Enfin, quand je dis la nature, les éléments sont pas tendres, et au fond, je pense que ce qui reste,
c'est le corps qui bataille, qui est en lutte pour survivre et qui s'accroche, quoi, qui s'agrippe et qui veut être partout, qui est là sur le bateau, enfin, qui est dessous, qui est dessus. Et quand je vais filmer la nuit, je sais pas, les chauves-souris, ou c'est de m'allonger, c'est de me faire piquer 3000 fois, c'est d'écouter surtout aussi ce que disent, parce que c'est vrai que la voix humaine, c'est vrai que je traite souvent les humains comme, voilà, qui sont un petit peu, on les met de côté, mais je trouve aussi quand même que ça devient urgent et important pour ce film Delta et Cosmophonia en général, pour le travail que je suis en train de faire. Pour moi, les scientifiques, c'est très important pour moi d'apprendre d'eux, de les écouter. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il y aura une interview de scientifiques et que j'ai pas envie de leur donner la parole comme on leur donne en général la parole pour qu'ils nous expliquent. Mais déjà, je trouve ça très émouvant de regarder des experts observer le monde, écouter le monde. Et déjà, ce geste-là, d'observer des gens observés, c'est très beau. Et tout à l'heure, je réfléchissais à quelque chose, justement, sur les récits, sur la narration, sur comment, sur l'histoire des récits. Et je me disais, mais... parce qu'il y a des gens qui me disent tout le temps, oui, mais moi, je veux apprendre quelque chose. Donc ça passera jamais à la télé. Tu vois, mon film, là, il peut pas... bien sûr, j'étais la première à signer le truc contre Bolloré, parce que moi, Canal+, jamais il va me filer de la thune, parce que mes films, ils passent pas à la télé, parce que c'est pas assez pédagogique. Et en fait, moi, ce qui est bête là-dedans, c'est qu'en fait, pour moi, la pédagogie, c'est ça. En fait, je suis sûre que vous mettez des enfants devant Delta. Les enfants, ils n'ont pas besoin de sous-titres. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils n'ont pas besoin d'un discours. En fait, ils sont émerveillés par la nature comme on ne s'émerveille pas, par plein de choses. Et bon, je dérive un peu, je délire, je fais des digressions. Mais je pense qu'en fait, on devrait repenser plein de choses. Et je ne sais pas du tout où je suis partie. Maybe one more thing. There is another part coming of Delta. Do you want to tell me a little bit about your next adventure in relationship to Delta or in relationship to Cosmophonia? Ouais. Actually? Donc la prochaine... donc là, j'étais dans les zones humides et avec les experts de la Tour du Vala qui sont totalement fascinants, et tout cet écosystème ici qui est en train de se transformer. Et le prochain, c'est sur les volcans et les îles éoliennes. Et donc, je travaille avec des vulcanologues, puisque les volcans font des infrasons qu'on ne peut pas entendre. Et il y a tout un... Je vais travailler aussi avec avec des outils pour détecter les séismes. Et il y a quelque chose de très, très beau. C'est qu'en fait, les infrasons que produisent les volcans, nous, on ne peut pas les entendre, mais on peut les entendre dans l'atmosphère. Et donc, il y a une zone de l'atmosphère qui est la ionosphère, en fait, où on peut entendre ce que les volcans chuchotent. Et donc, en fait, il y a tout un monde autour de nous qui parle et qui dialogue avec les étoiles. Et je travaille aussi avec une astrophysicienne qui est qui est une femme merveilleuse et qui travaille sur l'oscillation des étoiles, en fait, qui mettent 13 heures et 36 minutes pour scintiller, et qui m'explique tout ça, auquel je comprends juste un tout petit peu.
Et donc, en fait, il y a tout un monde, voilà, qui dialogue à nos pieds, sous nos pieds, à côté de nous, qu'on n'entend pas. Et j'essaye de le ramener dans notre radar, en fait. Et j'espère qu'en faisant ça, il y a des gens qui seront peut-être émus. We're already a little bit late. I don't know if we have time for questions. So we have maybe any urgent, pressing questions. Yeah, one question, we can take it. Non. Ah, avec délai, merci. Je commence par flatter un peu la programmation parce que je trouve que vraiment de la voir à la fin, ça résonne avec plein de choses qui sont dites aujourd'hui, même si on n'a pas trop envie de manger après, j'avoue. Et même, on a même eu l'illustration du désastre avec ces étoiles qui tombent. C'était super puissant de la voir ce soir, en fait, ce film. J'ai une question sur le temps qu'il y a entre le tournage, qui a la particularité dans votre processus d'être aveugle d'une certaine manière, et le montage. Et comment vous habitez ce temps, peut-être en termes d'affect, est-ce que c'est de l'excitation, est-ce que c'est de l'attente, et qu'est-ce que ça produit en fait sur la suite du film, de préméditation ou d'adaptation, vous avez dit, ou au contraire de lâcher prise. Et j'ai une deuxième question sur le corps politique, pour le coup, là, des pêcheurs, qui, même si c'est fugace dans la temporalité, me semble être quelque chose de très important dans le film. Alors sur la temporalité, tournage, montage, donc on parle de Léviathan. Chaque film est très très différent. Il y a des films qu'on a mis 6 ans à filmer et on montait entre. Où il y avait des délais énormes entre les prises de vue, et donc on montait. Léviathan, le tournage a été relativement court, c'est 2 ans, pour moi est très court, et le montage a été très rapide. Très très rapide, parce qu'en fait c'était un film, au départ on s'était dit on va faire un film sur la mer et on verra jamais la mer. Et en fait, on est parti en mer et on ne voit pas la terre. Et d'ailleurs, la seule référence à la terre, c'est à travers la télé, et qui était fou, parce qu'il regardait cette émission de Deadliest Catch sur des marins. Le montage a été très rapide, je pense justement parce que les affects étaient, parce qu'il y avait justement pas cette préméditation, et que les affects étaient, et je pense qu'en fait le montage, c'est beaucoup d'inconscient, c'est beaucoup de choses qui remontent, des associations. C'est comme une salle avec un psy, quoi. Tu fais plein d'associations, qu'elles soient théoriques, qu'elles soient vraiment des choses pam-pam, on passe de quelque chose à l'autre, et il y a une trajectoire, il y a des idées. Par exemple là, pour Léviathan, c'était vraiment une espèce de surplomb théorique qui disait est-ce qu'on commence avec les humains et on finit dans une nature où les humains deviennent des résidus absolus, où on finit seul avec ce Léviathan qui serait un Léviathan, un monstre marin, ou est-ce qu'au contraire c'est avec le corps des marins et leur corps abîmé, leur corps qui ressemble à des animaux, en fait, où quand je filme le capitaine, en fait, il ressemble, sa peau, c'est comme voilà, bon, je sais plus où j'en suis. Et c'était quoi la deuxième question? J'ai répondu. Well, thank you. Yeah? Oui. Thank you. A round of applause for Verena. Thank you very much, Verena. Je veux juste dire quelque chose, parce que mais tout à l'heure je me suis dit que personne n'en a parlé, je crois, mais quand même aujourd'hui quelqu'un
qui a pensé de façon incroyable et qui était accroché à la vie, est mort quand même. Edgar Morin est mort aujourd'hui à 104 ans. Et voilà, je me dis que, je sais pas, je sais pas, je pense qu'on peut le dire et on peut penser à tout ce qu'il a fait, à toute sa pensée. Voilà, juste.